La Deuxième République espagnole a existé de 1931 à 1939 jusqu'à la fin de la guerre civile. On peut considérer trois périodes. À partir de 1931, une première période de 2 ans, au cours de laquelle une coalition républicaine et socialiste va mener diverses réformes. Une deuxième période de 2 ans, appelée El Venio Negro, gouvernée par le Parti républicain radical et soutenue par la droite catholique. La troisième étape fut marquée par le triomphe de la coalition de gauche lors des élections générales, le 16 février 1936, qui allait amener à ce qu'il est convenu d'appeler El Frente Popular. La révolution sociale espagnole de 1936 a été un processus qui suivit le coup d'État nationaliste du 17 juillet 1936. Face à l'inertie du gouvernement républicain, les milices ouvrières organisèrent la riposte pour étouffer dans l'œuf le coup d'État. Face à l'incapacité du gouvernement républicain de gérer la situation militaire, économique et sociale, les syndicats, la CNT, la Confédération nationale du travail, et l'UGT, l'Union générale des travailleurs, vont prendre en charge l'autogestion de la société et de l'économie. L'utopie était en marche, certaines régions défendirent ainsi un mode de gouvernement inédit qui remit à la fois en cause le pouvoir de l'Église, des militaires, des possédants, des notables et des bureaucrates. Je donne la parole à Aimé Marseillan. Merci. Merci et bonsoir. Alors d'abord, je voudrais simplement signaler une singularité. On est là en train de célébrer des événements qui, pour certains, remontent à presque un siècle. On est dans un lieu extrêmement institutionnel pour parler d'événements qui se sont déroulés à 1000 km d'ici, ou davantage. Et on n'est pas là pour pleurer des morts, exalter des sacrifices ou célébrer des héros. Ça fait pas mal de singularités. Il y en a encore une autre, c'est que finalement, on va évoquer des défaites. Défaites de la guerre antifasciste, qu'elle soit civile ou internationale, perdues, même si après la Nueve, on peut avoir des victoires morales toutes petites, après, à côté d'énormes défaites générales. La République aussi, on va parler de la République, elle a été effacée en 1939 par la force des armes, elle a été effacée en 1945, puisque le monde entier regardait ailleurs, et elle a été effacée en 1975, aussi à la mort de Franco. La Révolution, également, a été défaite. Elle a été défaite contre une étrange coalition. Elle a perdu, même si, effectivement, on a un peu le sujet, même si l'utopie en espagnol, se remémorer se dit hacer memoria. C'est une expression qui est bien parce qu'elle montre qu'il s'agit d'une action, d'une fabrication. On dit aussi en France travail de mémoire. C'est une construction. Alors cette construction, elle est personnelle. Elle dépend de qui la porte, de ses options, de ses fractures intimes et effectivement du lieu d'où l'on parle et du temps qui est le nôtre. Alors c'est vrai que les historiens ont très longtemps opposé cette mémoire à l'histoire, une vraie science qui se fondait sur des pièces indiscutables, etc. Ça fait longtemps qu'on est revenu de cette conception et l'enveloppe sentimentale et l'emprise émotionnelle qui inquiétait tant les historiens est vue aujourd'hui autrement. Et je vais citer quelqu'un que nous avons côtoyé sur une affaire extrêmement marginale, qui est l'historien Pierre Laborie. Il a écrit « La mémoire impose le respect.
Elle témoigne de fidélité qu'elle veut arracher à la mort. Elle réveille les consciences endormies. Elle traque les oublis et les arrangements complaisants. Sa contribution à la recherche de la vérité la rend irremplaçable à l'écriture de l'histoire. Irremplaçable, certes, sans oublier les risques, minimiser les dérives. Il faut s'appuyer sur ce mot, irremplaçable. Alors il y a des idées toutes faites sur la période qui nous occupe. Ceux qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle de l'Espagne, de la République, de la Révolution, l'Espagne du début du siècle, sont trois mots. C'est violence, république et division. Un peu comme aujourd'hui, quand on va en Espagne, les mots qu'on emploie, les politiques, enfin, les gens installés, c'est la paix, l'état de droit et surtout la démocratie. C'est démocratique. Alors l'Espagne est-il un pays voué à la violence, nécessairement voué à la violence? Pas sûr. Pas sûr. Parce que l'Espagne, par exemple, n'a pas participé à la guerre de 14. C'est sans doute des pays très pacifiques qui, eux, ont participé à la guerre de 14. Et pour ce qui est de l'exaltation invraisemblable de la violence, eh bien, les participants à la guerre de 14, avec ses millions de morts, avec sa violence institutionnelle, eh bien, ça a pesé très lourd. Et je voudrais dire que peut-être que cette guerre de 14, en Europe, pour la France notamment, et l'absence de guerre de 14 pour l'Espagne est un des facteurs qui explique les développements ultérieurs du mouvement social. En France, la guerre de 14 et ses violences a été utilisée comme instrument de cohésion. Et la classe ouvrière, qui n'avait pas forcément tellement adhéré encore au patriotisme national, eh bien, s'est fait circonvenir par cette guerre. Désormais, les choses ont été différentes dans le prolétariat français entre l'avant-guerre de 14 et l'après-guerre de 14. Et ce n'est pas pour rien que les tentatives révolutionnaires en Italie, en Allemagne, de la fin de la guerre de 14, ont été écrasées avec une extraordinaire brutalité. Évidemment, l'Espagne, notamment dans les années 20, va être le lieu de confrontation sociale d'une extrême violence. Un secrétaire général de la CNT, Evelio Roal, va être assassiné. Salvador Seguí, l'orateur emblématique de la CNT, va être assassiné. Et comme lui, 400, c'est un chiffre qu'on donne comme ça, 400 militants ouvriers vont disparaître. La méthode va utiliser des tueurs pour les liquider. On crée également des syndicats qu'on dit libres, puisqu'ils sont totalement inféodés au patron. Et on se dit, ah, quand même, l'Espagne, vous voyez bien qu'elle est violente. Oui, mais elle est violente comme l'Argentine. Elle est violente comme les États-Unis, qui, à la même période, connaissent des violences du même type. En Patagonie, dans les mêmes années, ce sont 1500 morts. Aux États-Unis, c'est l'agence Pinkerton qui se charge de liquider les ouvriers, et on fabrique là aussi un syndicalisme complètement nécessaire aux
au capitalisme, ce sera la FLCIO, etc. L'essentiel étant de liquider le mouvement ouvrier et les IWW. Alors évidemment, en Espagne, eh bien, il y aura une réplique ouvrière. Une réplique ouvrière qu'aujourd'hui on présente de manière extrêmement héroïque, mais qui n'empêchera pas l'extrême affaiblissement des organisations anarcho-syndicalistes. Les coûts portés par le patronat vont être énormes, même si effectivement quelques-uns des tireurs de ficelle de cette répression vont le payer de leur vie. Le Premier ministre Eduardo Dato ou le cardinal archevêque de Saragosse, Soldevilla, qui étaient ceux qui menaient cette répression. Et du coup, c'est des luttes de ces années-là que va se créer dans le mouvement ouvrier espagnol une capacité à s'opposer à la violence institutionnelle par ce qu'on appellera après, d'une formule, le peuple en armes. La République, maintenant. On parle beaucoup de République. Alors d'abord, elle est advenue par surprise. Et effectivement, les 2 premières années, eh bien, c'est la laïcité, le vote des femmes, les espoirs de réforme agraire. Mais cette République, première période, se heurte aussi aux impatiences, des impatiences qui vont fracturer le mouvement ouvrier. Ils vont fracturer la CNT, où les impatients vont se confronter à ce qu'on appelle à l'époque les possibilistes. Ça va entraîner une scission, mais l'UGT, pas moins fracturé, puisque alors que ces militants lancent des insurrections, les camarades au gouvernement sont complices de la répression. Alors, il y a des événements de l'époque dont les noms sont restés dans les esprits. On connaît beaucoup Casas Viejas. Mais il faut savoir qu'avant Casas Viejas, il y a Castilblanco, Zalamea de la Serena, Arnedo. Et là, ce n'est pas la CNT qui lance les insurrections, ou qui est dans des conflits qui terminent par des morts. C'est l'UGT. Le gouvernement est le gouvernement de Manuel Azaña. Le chef de la garde civile, c'est Sanjurjo, qui s'essaiera un coup d'État. Et quand il est remplacé, eh bien, on met à la place Cabanellas, celui qui fera tomber Saragosse dans le camp franquiste. Les années suivantes, le bienio negro, Daniel l'a dit, c'est un retour réactionnaire pour le moins. Le héros de José María Gil Robles, c'est le chancelier Dollfuss, c'est tout dire. Et l'insurrection des Asturies eh bien, fera 1500 morts et 20 000, bon, on ne sait pas trop d'ailleurs, prisonniers. Et on en vient à la 3e période, celle qui commence avec la victoire électorale de février 1936 du Front populaire. Alors ce Front populaire, dans sa version électorale, il a duré quelques mois. Mais la lecture du programme du Front populaire est quand même intéressante. Il y a un point sur lequel va se faire l'élection, c'est le premier article, qui est celui qui promet l'amnistie. Alors évidemment, cette amnistie, tout le monde la veut, enfin, tout le monde la veut dans le mouvement ouvrier, et les libertaires, généralement abstentionnistes, là, vont donner un coup de canif dans leurs convictions, ils vont voter, ça va peut-être être, mais c'est pas sûr,
eux qui feront la balance. Quoi qu'il en soit, tout se joue sur l'amnistie. Parce que le reste c'est plutôt un programme standard pour ce qui est des promesses. On va contrôler ici, on va... enfin, les promesses électorales habituelles, plutôt de gauche. Et puis le reste, et ça c'est assez effrayant, c'est un constat de divergence. Et ce constat de divergence, c'est le constat de divergence entre ce que l'on appelle les partis républicains, c'est-à-dire la gauche républicaine et l'Union républicaine, la gauche républicaine surtout, ce sont les partis républicains, et les partis que l'on dit, mais dans le document lui-même, que l'on dit les partis ouvriers, et les partis ouvriers, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol, et l'UGT, et puis les jeunesses socialistes aussi, parce que c'est un conglomérat, c'est le Parti communiste d'Espagne, c'est le PUM, et c'est le Parti syndicaliste, le parti d'Angel Pestaña, qui n'est plus à la CNT. Et sur quoi porte ce constat de divergence? Eh bien, d'abord, il n'y aura ni nationalisation, ni redistribution des terres abandonnées. Il n'y aura pas de nationalisation de la banque. En revanche, il y aura, parce que c'est le programme des partis républicains, une forme de crédit d'impôt pour les entreprises et des facilités douanières. Ça, c'est acté. Ce n'est pas un constat de divergence, ça, c'est acté. Alors du coup, ce Front populaire, que l'on a beaucoup mythifié, il n'est à ce moment-là pas grand-chose, mais la situation va évoluer très vite. Même ce petit programme n'est visiblement pas du goût des droites, et compte tenu du fait que les élections ont été beaucoup plus serrées que ne le laisse entendre la répartition des sièges, parce que la loi électorale est comme ça, elle donne une prime énorme aux vainqueurs. En fait, en Espagne, aux élections de février 1936, il y a 47% de voix pour la gauche et 45% pour la droite. Il y a en gros 2% d'écart. C'est pas beaucoup quand même. Troisième sujet, les divisions du camp républicain, parce qu'on entend toujours, oui, si la guerre a été perdue, c'est parce que le camp républicain a été divisé. Il était effectivement. Il est le camp républicain, il y a donc, quand on dit camp républicain, on ferait mieux de dire camp de la République, puisque dans le camp républicain, il y a des partis républicains, proprement dit. Il y a la CNT et le Parti socialiste qui sont un courant marxiste depuis 1888, et la CNT qui, après bien des avatars du mouvement libertaire, devient le syndicat que l'on connaît en 1910. Dans les fractures, puisqu'il y en a, eh bien, il y a un événement quand même central qui est la Révolution russe. Parce que la Révolution russe va secouer le monde entier, va secouer le prolétariat du monde entier, et elle secoue aussi le prolétariat espagnol. Alors, ce qui est curieux, ce qui est étonnant, ce qui fait la différence, c'est que la CNT, qui dans un premier temps adhère en principe à la Troisième Internationale en 1919, qui après traverse une période de troubles terribles, son comité national est en prison, plus personne peut prendre de décision, décide en 1922 à Saragosse de couper les ponts avec la Troisième Internationale sur les bases de l'anti-étatisme et du refus de la dictature du prolétariat, en gros. Les conditions de cette rupture
sont assez rocambolesques. Un délégué est allé en Russie assister aux travaux de l'Internationale. Quand il revient, comme il est parti sans visa, sans autorisation, sans passeport, il est mis en prison. Et c'est depuis la prison qu'Angel Pestaña va rédiger plusieurs textes qu'on appelle le rapport Pestaña et qui induisent la CNT à rompre avec la Troisième Internationale. Ce qui fait que la situation singulière de l'Espagne, c'est que, contrairement à ce qui se passe dans le reste de l'Europe, eh bien, il va y avoir un mouvement ouvrier sans parti communiste, suffisamment fort, et l'espace de la radicalité qu'il va avoir en Italie ou en Allemagne ou en France, eh bien, va être occupé par l'anarcho-syndicalisme. Avec la guerre et avec la Révolution, les lignes de fracture sont bien connues. Il y a d'un côté, pour simplifier énormément, les révolutionnaires, la CNT, la PAI, la jeunesse libertaire, le POUM, la gauche de l'UGT et du PSOE. Largo Caballero a quand même été appelé à un moment le Lénine espagnol. Et puis de l'autre côté, les républicains pur jus, qu'on pourrait appeler aussi les conservateurs. C'est la gauche républicaine, l'Union républicaine, l'UGT catalane, qui a été phagocytée par le Parti communiste, les jeunesses socialistes unifiées, c'est ce genre d'unification qu'on connaît bien, le PSUC, opportunément créé 48 heures, non un peu plus, enfin quelques jours après le 19 juillet à Barcelone, les catalanistes de la gauche républicaine, le RC, les basques qui pèsent peu, et puis tout le reste du PSOE, sauf les caballeristes, c'est-à-dire les courants de Prieto, Besteiro, Negrin, un peu plus tard. Alors, cette ligne de fracture, elle est, comme toujours, un peu brutale. Il y a nécessairement des porosités. Et notamment, ces porosités se manifesteront au travers de la collaboration gouvernementale de la CNT et également de la militarisation des milices. Les camps ne sont pas aussi tranchés qu'on croit, ou en tout cas, les concessions des uns et des autres font que on en arrivera à mai 37. Avec mai 37, l'affrontement armé entre les deux courants se produit. Le Conseil d'Aragon est dissous à l'été 37 et il y a une politique gouvernementale de destruction, quand c'est possible, des collectivités agraires. La postérité de cette rupture, c'est une postérité délicate. Délicate surtout pour le PC, finalement. Parce que lorsque se déroule le procès du POUM, on est cette fois à l'automne 38, le PC, qui jusque-là a très bien servi, avec l'appui de l'URSS, des armes sélectives, etc., qui a servi en quelque sorte de fer de lance pour le camp conservateur. Je vais dire un mot rapidement sur le pourquoi de cette facilité pour le PC à être ce fer de lance conservateur. Eh bien, cette politique va mettre les partis authentiquement républicains, catalanistes, etc., dans une drôle de situation. Dans un premier temps, ils se sont servis du PC, mais après, ils ont instrumentalisé par le PC, si bien que le procès du POUM se termine en eau de boudin. Il n'y a pas de véritable condamnation de ceux que les staliniens appelaient à l'époque les hitléro-trotskistes. C'est toute la gauche vient témoigner au procès. En fait, ça se termine avec une étrange saveur
défaite et beaucoup de rancœur du PC vis-à-vis de ses anciens alliés qu'il pensait avoir mis dans sa poche. Alors maintenant, ces divisions, est-ce que ce sont elles, bien réelles, hein, est-ce que ce sont elles qui ont fait perdre la guerre? Ben, c'est difficile à dire, hein, ça c'est une histoire de spécialistes, de militaires, etc. D'abord, dans les premiers moments de l'affrontement, ben, ce sont bien les révolutionnaires qui tiennent la barque. C'est pas la gauche républicaine, ni l'Union républicaine, ni qui peuvent faire face au soulèvement. Ça, non. Ils n'ont à leur disposition que des morceaux d'armée, quelques corps de police, et puis c'est tout. Donc déjà, au début, sans les révolutionnaires, rien. Et puis paradoxalement, et ça, c'est pas un scoop, et c'est pas... il n'y a pas de quoi en être spécialement fier, mais quand la guerre se termine, quand on en arrive à cette période de l'exode, eh bien, il apparaît que la situation militaire, elle n'est finalement tenue un peu, eh bien, paradoxalement, que par cette 26e division qui était le lieu de tant de désordre. Si le plan franquiste qui consistait à couper le long de l'Èbre et le long des Pyrénées pour prendre Barcelone dans la Nasse n'a pas fonctionné, eh bien aujourd'hui, les spécialistes, hein, ceux qui disent que c'est grâce à l'acharnement dans la lutte de je ne sais quelle brigade de la 26e division, la 121e brigade, je sais, qui va être décorée par Rojo, etc. C'est des bêtises. Mais dire que la rupture, les conflits, les fractures dans le camp de la République sont la cause de la perte de la guerre, c'est pas sûr. D'autant que il y a un camp qui a gagné quand même, c'est le camp de Franco. Et lui aussi, il avait ses conflits, ses ruptures entre les monarchistes, les carlistes, les fascistes purs et durs, eux-mêmes divisés, les militaires. Enfin, c'était là aussi bien compliqué, et il a fallu, ça a été plus simple, parce que quand on a l'armée, on règle les problèmes comme il faut le faire dans ces cas-là, mais c'était aussi un monde fracturé et dans lequel, eh bien, il y avait des problèmes. Enfin, tout ça, c'est des histoires des amateurs de petits soldats de plomb. C'est pas l'important. Sur l'histoire de cette période, il va y avoir... Je passe à autre chose. C'est bien. Bien, alors, l'utopie maintenant. On sait bien qu'une révolution, c'est pas, là, jusqu'à présent, j'ai parlé d'organisation, de syndicats, de partis, voire même de personnes, etc. Une révolution, c'est pas ça. Une révolution, pour que c'en soit une authentique, il faut que ça dépasse précisément tout cela. Il faut que ça dépasse les partis, il faut que ça dépasse les syndicats, il faut que ça dépasse tout ce qui est structuré, il faut qu'il y ait un élan. La CNT le sait bien, qui a essayé de faire comme ça des révolutions ex nihilo. Elle a essayé en 1933, par exemple, en Aragon. Et alors, c'était des militants, c'était d'ailleurs à peu près les mêmes que ceux qu'on a beaucoup vus en 1936, en tout cas les figures visibles, en Aragon, mais ça n'a pas marché du tout. Ça a été un désastre, parce que la révolution, c'est pas se réunir à quelques militants et dire voilà, on a un programme, et puis on va faire comme ci, on va faire comme ça, c'est pas ça. C'est évidemment quelque chose de bien plus complexe, de bien plus ouvert, plus général. Ça entraîne, et c'est ce qui s'est passé en 1936. Ça
entraîne. Et alors du coup, si on veut parler aujourd'hui de l'utopie, de quoi va-t-on parler? Est-ce qu'on va faire une grande théorie totalisatrice? Ben non. En tout cas, personne ne l'a faite. Personne ne l'a faite. Les historiens les plus glorieux de cette période, Hugh Thomas en 61, Gabriel Jackson un peu plus tard, José Peyrat un peu avant, ont bien parlé de ces événements, des organisations, des politiques, des difficultés, des réunions, des décisions qui sont prises, de celles qui ne sont pas prises, etc. etc. Mais cette utopie, dans le livre de Peyrat, je regardais, mais ça représente à peu près 10%, c'est bien énorme, ça représente à peu près 10%, le mouvement des collectivisations. Jackson n'en parle, et Hugh Thomas n'en parle pratiquement pas. Hugh Thomas va rectifier en 77 en introduisant un chapitre spécial sur le mouvement des collectivisations, et Gabriel Jackson, qui se fait écharper par Chomsky, eh bien, dans une conférence à l'université de New York, va essayer d'arranger les choses. Enfin, son livre reste ce qu'il est. Alors voilà. Faire un récit, ça paraît très difficile sur l'utopie. Alors je vais simplement me contenter de donner quelques exemples, quelques bribes, quelques traces, quelques débris, quelques fragments sur ce qu'on appelle l'utopie, ce qu'on peut appeler l'utopie. Alors l'utopie en marche, c'est dans la soirée du 18 juillet, par exemple, un jeune gars de 17 ans à qui on donne un tout petit pistolet automatique pour aller surveiller le poste de la garde civile de cette ville de la banlieue de Barcelone. Il a pour consigne de ne rien faire. Et s'il y a une patrouille de la garde civile qui sort, il s'agit de la suivre à distance, et c'est tout. Le lendemain matin, le 19 juillet donc, dans la matinée, les vieux, c'est-à-dire des gens qui ont entre 20 et 25 ans, reviennent de Barcelone. Ils ont combattu l'armée, ils leur ont pris des armes, ils ont les armes. Et ils demandent aux gamins de 17 ans d'aller tirer à l'imprimerie où ils travaillent le manifeste révolutionnaire de cette ville. Alors évidemment, le gamin de 17 ans, qui n'a pas tout à fait 17 ans encore, eh bien, il n'a pas les clés de l'imprimerie, mais on lui a laissé le petit revolver. Après, pour lui, ce sera la collectivisation des imprimeries, et après cet après, ce sera l'engagement dans les milices, et puis, dans des périodes déjà de déclin de l'utopie, il fera 2 ans d'armée et de guerre. Ce sera une blessure et l'exil. Mais évidemment, ça c'est une toute petite histoire de quelqu'un que j'ai connu. C'est une toute petite histoire. Mais, pour lui, j'imagine que c'était l'utopie. Alors après, il y a des grands événements qui deviennent des mythes. Ainsi, après les combats sur les barricades, des gens du syndicat du bois de Barcelone se rendent au siège du patronat. Et là, coup de chance. Les patrons ont ouvert les coffres et sont en train de vider les dossiers, etc. Évidemment, ils leur prennent tout. Et ils leur prennent même la très belle voiture qui est au pied du bâtiment. C'est une Hispano Suiza blanche, décapotable. Et bien sûr, il la ramène au syndicat du bois. C'est un trophée merveilleux. Quelques heures après, ben, il y a un costaud qui passe au syndicat du bois et il va réquisitionner la voiture.
Et c'est dans cette voiture qu'il partira pour Saragosse avec la colonne qui porte son nom. Il y a plein de films et plein de photos où on le voit dans une hispano-suiza blanche. Alors vrai ou pas vrai cette histoire? On me l'a raconté comme ça. Voilà. En revanche, ce qui est vrai, c'est que... Tu as peur, hein? Je sens que... Non, ce que je veux dire, c'est que... Je vais donner quelques exemples, simplement. Puis après, je donnerai... Ce qui est évident, c'est que l'utopie, c'est aussi, alors cette fois plein de gens, le fait qu'on va dans à la terrasse d'un bar au mois de juillet ou au mois d'août 1936 à Barcelone, et on prend une bière. Et on sait que cette bière, c'est une bière d'âme, ou une bière Moritz, et que les deux usines ont été collectivisées. On y a instauré un salaire familial, qu'on gère l'entreprise par des assemblées générales. Et là, on est dans l'utopie que l'on vit, quoi. Surtout que devant cette terrasse de bar passent des tramways siglés CNT, ou passent des taxis qui, à l'époque, n'étaient pas noirs et jaunes à Barcelone. Ils étaient noirs et rouges. Et tout fonctionne comme ça. Et après,